Mhm. du Fantastic Four, qu'on imagine son pénis weird. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça hier. C'est quelque chose, ça s'appelle Pure Copper Magic Technique Tongue Scraper Hygiene and Healthcare with the Ayurveda Therapy. C'est que tu te frottes sa langue, puis elle est comme dégueulasse, puis là, elle arrête d'être dégueulasse quand t'as passé avec ça. Fait que si vous avez comme... Vous pouvez aussi juste brosser votre langue, là, mais je trouvais ça drôle, là. La présentation et les Illuminés du J'en Québec. parlerai à mon dentiste la prochaine fois, ça. Ben oui, hein, de l'Ayurveda dans ta bouche. Mm. Les Illuminés ici qui Ça ont... peut pas faire de tort. Non, ben non. Plus d'Ayurveda égale mieux. Et les Illuminés du Québec, ici, allez-y aux manifs, l'étiquette, il n'y a rien là. Ce sont des phrases que Dan Pilon a effectivement dit. Et ici, ben, c'est le budget, revenus et dépenses de sa dernière manif à vie. Là, il a donné de l'argent à Barnerias, 3700 piastres de sécurité for reasons. La musique, la scène, le reste. Gestion des poubelles et logistique, 1150 $. 437 piastres en déplacement. Écoute, c'est ça qui se passe. Le plus drôle, par contre, c'est le 1500 $ réserve ticket. Parce que lui, il se prend l'argent des dons puis il s'en met de côté au cas où qu'il pogne un ticket. Vu que c'est pas grave, il n'y en aura pas, il n'y a rien là, les tickets. Ouais. C'est, Mais je le trouve imprudent parce que c'est rare que tu vois un ticket à 1500 $. Il me semble qu'habituellement c'est 1550 ou quelque chose comme ça. Il Ouais. risque de se faire fourrer, là. Oui. Moi, j'aurais arrondi ça à 3000. Pas prendre de chance, aussi. Puis là, ben, les surplus après réserve. Puis ça, je veux dire, s'il pogne pas de ticket, c'est quoi? Il va, tu sais. Et je l'ai trouvé très drôle, celle-là, aujourd'hui, hein. C'est mon ami Benoît qui m'a envoyé ça. Pre-COVID chokehold, dans le temps qu'on pouvait toucher les gens. Safe social distance chokehold, hein. Le Darth Vader, il travaille, il respecte le COVID. Et working from home, hein, on travaille de la maison, chokehold. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. J'ai cette image-là ici pour vous. Ça, cette interface-là, apprenez à la reconnaître, hein, c'est View Truth Details. C'est l'interface de Truth Social, la bullshit de Twitter niaiseux, de la note murte. Et là, hein, lui-même, Donald J. Trump, avec son petite tronche, qui partage un mythe. Tu sais, ça ressemble à ce que... J'aimerais ça voir Trump avec une barbe, là, mais j'ai pas l'impression que ça a l'air aussi viril. Celle-là, le loup m'a fait rire, là. C'est ça. Le conspirationniste, il dit « Moi, je suis un loup dans un monde de moutons. » Et le loup... je l'ai trouvé assez drôle pour vous le mettre. Une dernière photo ici. C'est effectivement cette semaine, en fait, ça fait quand même une couple de jours ou plus que Romana Didulo a dit à ses followers qu'ils étaient libres et qu'ils n'avaient plus à payer pour l'électricité, pour l'eau potable, pour voilà, les facilités, là. Et fait qu'arrêtez de payer. Ils l'ont pris au mot. C'est ça, il y a du monde qui ont arrêté de payer. Et là, ben, il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui la suivaient, qui faisaient confiance, qui se ramassent à avoir l'électricité coupée puis toutes ces affaires-là. Ben, tu sais, c'est parce qu'ils étaient souverains, mais là, le monde ne le savait pas. On va voir comment ça va débouler. Probablement que le monde devrait arrêter d'écouter ce que dit Romana Didulo, mais, tu sais, en attendant... On sait jamais. Ah, si une fois sur 20 elle a raison, on risque de manquer cette fois-là. Et, hein, Madeleine a dit je donne $1 million à chacun de mes sujets, puis t'es pas là, puis t'en crois pas. Puis Il y a plus de vie dans vos yeux. Ah, mon imagine, gars. de mettre $1 million. Mais Daniel nous l'a dit, c'est pas important. L'argent est pas important. Ouais, l'argent n'est pas important. J'en mets 1500 de côté pour une étiquette. Là-dessus, ben, c'est le premier clip de ton blog. On va aller parler avec Stéphane Roussel de ce qui s'en vient. On va appeler ça comme ça. C'est un clip qui vient de Dan Pilon que tu m'as demandé de mettre au début. Ouais, on va l'écouter pour 3 minutes. C'est un clip que probablement plusieurs d'entre vous ont déjà vu. On va juste porter attention à ces 2-3 premières minutes-là parce que on va faire après, on va appliquer la loi de Brandolini à ce clip-là. Vous savez, ça prend 3 minutes à dire, puis ça prend 1 heure à débunker. 1 heure à débunker. J'ai découpé un petit peu plus large que ce que tu m'as dit. Je pense que j'en ai pour 6 minutes. Comme par exemple, il y a un Français qui s'appelle Jean-Sylvestre Montgrenier. Il a publié dans une revue atlantiste il n'y a pas très longtemps un article où il parle justement du pivot ukrainien, de la barrière de l'Est, c'est-à-dire
cette espèce de projet politique qui voudrait unir, en partant de la Pologne et des Pays-Baltes jusqu'à la mer Noire et entre la mer Baltique et la mer Noire. Donc ça, c'est un autre projet politico-stratégique qui s'appelle l'Intermarium. Il ne faut pas oublier que le projet politique de la Pologne en 1918, c'est la République d'entre-les-deux-mers. C'est comme ça que le général Piłsudski l'appelle. Donc tous ces projets politiques, finalement, à la fois polonais, américains et anglais, ont convergé pour essayer de faire de l'Ukraine une place d'armes contre la Russie. Puis en fait aussi, c'est que dans le fond, pourquoi Brzezinski disait que celui qui contrôlait l'Eurasie centrale contrôlait le monde, c'est que dans le fond, c'est comme le hub, le carrefour des énergies du Moyen-Orient, de tout ce qui vient de l'Asie, de tout ce qui vient de l'Europe. Des énergies? Et l'Ukraine est presque le nombril de cette région-là. Donc, c'est pour ça qu'elle a une grosse importance géostratégique pour les deux blocs, là. Au niveau de la Russie, là, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous quantifier, nous imager l'importance au point de vue matières premières, ressources naturelles? Il semble avoir, comme on dirait en québécois, le gros bout du bat à cet égard. Est-ce que tu peux développer ça? Ben oui, Stéphane, c'est ton confrère, Sylvain Laforêt. Alors, en matière de ressources, de ressources en matières premières, c'est un acteur, un des principaux acteurs dans le monde. Il se dispute la première place de producteurs de pétrole avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et surtout, en fait, ce qui est le plus important du point de vue, pas des recettes, mais du point de vue politico-stratégique, c'est le gaz. Parce qu'il y a, depuis les années 80, un réseau de distribution de gazoducs qui parcourt l'Europe, qui était construit à l'époque, donc dans les années 80, encore à l'époque soviétique, et qui alimente du gaz russe bon marché, et qui fait que, par exemple, pour un pays comme l'Allemagne, c'est 50% de sa consommation de gaz, 55%. La France, c'est 22%, parce que nous, on a du gaz qui vient d'Algérie et de la Norvège. Et des pays comme la plupart des pays baltes, c'est 100%. Et en fait, il n'y a pas réellement d'alternative, parce que le gaz russe est vendu dans des contrats à long terme, ce qui fait que, par exemple, les 1000 mètres cubes, là, alors tout ça, c'est du secret commercial, mais on a une idée à peu près que les 1000 mètres cubes, aujourd'hui, la France ou l'Allemagne l'achètent sur ces contrats à long terme, $450, $500 les 1000 mètres cubes, quand sur ce qu'on appelle les prix spot, c'est-à-dire les prix qui dépendent des marchés boursiers, c'est monté jusqu'à 2000, et aujourd'hui, on doit être à 1300, et comme c'est un marché boursier, dès qu'il y a une annonce, bah, ça spécule, et donc c'est le prix absolument pas stable. Et ce qui fait que ça, c'est vraiment la véritable arme russe, je dirais économique, elle est là. Et c'est pour ça que la première chose que les Russes ont demandé à payer en rouble, c'est le gaz, parce que personne n'a le choix. Et tout le monde va payer le gaz en rouble, ça je peux vous l'assurer. Oui. Il y avait pas un délai pour répondre, c'était pas hier ou quelque chose du genre, il y a quelques jours. En fait, c'est une bonne nouvelle. Poutine a pris la décision le 1er avril, alors les premiers paiements en rouble devraient arriver mi-avril. Et alors, pour sauver la face, puisque tout le monde a déclaré, Madame van der Leyen, Emmanuel Macron, que jamais on ne paierait en rouble, et les Russes ont dit, dans ce cas, on va couper le gaz. Et donc, du coup, les Russes ont mis en place un dispositif. En gros, vous ouvrez un compte en rouble. C'est vraiment drôle, c'est super drôle. Comment ça s'appelle ? À Gazprom Bank, qui est la banque de Gazprom, et automatiquement, l'argent donc vous achetez du rouble et vous pouvez et vous aurez du gaz pour ce prix-là. Alors ce qu'on dit dans la propagande française notamment, c'est non mais nous en fait on a envoyé, c'est la banque qui change l'argent. Mais je veux dire c'est exactement la même chose. Si moi je veux acheter quelque chose en dollars canadiens au Canada, je vais envoyer de mon compte en euros, je vais envoyer de l'argent sur une banque canadienne, enfin en tout cas la personne qui va me le vendre, et c'est la banque qui va faire le changement. Mais j'aurais sans le savoir, enfin plutôt sans m'en occuper, j'aurais acheté des dollars canadiens avant d'acheter, je sais pas, une voiture. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui les Occidentaux, en fait, les Européens vont tous acheter en roubles, mais ils vont faire semblant de ne pas le faire. Mais en réalité, ils vont le faire. Et d'ailleurs, ça s'est vu immédiatement.
c'est qu'avant même que les achats de roubles commencent, le rouble a quasiment rattrapé tout ce qu'il avait perdu avant le début du conflit. Ça, c'est aussi à cause qu'il l'a adossé à l'or, hein, parce qu'il l'a indexé à l'or. Et ça, forcément, ça vient placer une valeur tout de suite du rouble beaucoup plus stable et fixe quand le conflit a éclaté. Là. On va y revenir à l'enjeu des matières premières, mais je veux juste faire un rewind. On a en 2014, moment important, qu'est-ce qui s'est passé là, jusqu'à aujourd'hui? Donc, alors, en 2014, les choses sont assez simples. Le président qui est au pouvoir donc, est qualifié de pro-russe. Il a été élu, je crois, en 2011. Il est considéré comme pro-russe, ce qu'il n'est pas. D'accord ? Il est vrai qu'il est arrivé au pouvoir sur un programme où il disait la langue russe va devenir une langue officielle, ce qui était ce que voulait son électorat, et on va rentrer dans l'union douanière avec la Russie. On arrive à la fin. Là. Une fois arrivé au pouvoir, il a fait exactement le contraire. La langue russe n'est pas devenue une langue officielle, même si elle est parlée et qu'il y avait à l'époque encore de l'enseignement en russe. Et il décide de se lancer dans ce qu'on appelle l'accord d'association, qui est en fait une union douanière avec l'Union européenne, mais à sens unique. C'est-à-dire qu'en gros, l'Union... Donc voilà, hein, est-ce que tu en voulais plus de celui-là? Oui, mais non, c'est correct, on va faire avec ça. De toute façon, en fait, je pense qu'il y avait un des trucs qu'il disait plus tôt qui aurait été utile d'avoir un peu aussi. Ça, je vais vous amener dans ce que j'aimerais faire avec vous ce soir. D'abord, je m'excuse, j'ai pas beaucoup de clips, je suis pas un bon chasseur de clips. Il n'y a vraiment pas de problème. Une chance que Jason était là pour m'appuyer puis m'encourager là-dedans. Puis c'est lui qui va... En fait, on va avoir surtout des cartes pour illustrer l'histoire qu'on va raconter. Remarquez, c'est joli, des cartes géographiques. Notre ami Farden est avec nous, puis lui, il adore les cartes géographiques. Moi aussi, j'adore ça. On est ferré. Il n'y a personne qui exige que ce soit des clips. Stéphane Roussel, professeur en relations internationales, tu vas nous raconter quoi? Une petite... On va illustrer la loi de Brandolini ce soir. D'abord, comme je le disais tantôt, on va partir d'un petit truc qu'ils ont dit et qu'ils répètent et qu'ils vont répéter encore parce que ça va s'y prêter beaucoup. Une affirmation qu'ils font, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont fait beaucoup d'affirmations. Quand je dis « ils », c'est nos amis conspi et... ceux qui tournent autour, notamment aussi beaucoup de gens qui ont des sympathies pour la Russie, comme le monsieur Xavier qu'on voyait tantôt, lui, il était à Moscou. Il racontait au début de son vidéo qu'il a épousé une Russe, qu'il vit à Moscou, et il cultive manifestement une très grande admiration pour son pays d'accueil, ce qui est très correct. Oui, on peut. Pourquoi pas? C'est sûr. Puis je veux dire, les Russes ne sont pas les leaders russes présentement. Là. Il y a une espèce de donne politique quasi dictatoriale là-bas. Là. Je pense pas que ce qu'on vit actuellement n'est pas l'essence, si quelque chose comme ça existait de la Russie ou des Russes. Là, voilà. Effectivement, c'est une conjoncture politique d'abord et avant tout. Mais rappelez-vous juste un petit peu, on a dit ça... je pense qu'il y a 2 mois, un des premiers addendums qu'on a fait, je pense à un addendum où on disait, voyez-vous, regardez, nos amis conspi s'en viennent avec un discours sur l'Ukraine, qu'ils ont récupéré l'Ukraine, qu'ils ont twisté les choses de bord. C'est plein de nazis. Attends, ça, on va y venir dans... de toute façon, on l'a réglé, la question des nazis avec Jason. Jason nous a fait un job magnifique là-dessus. Oui. Parce que parmi tous les arguments qu'ils avancent, je regarde ça, Poutine, en réalité, cherche à détruire des complexes où on construit des virus, ou enfin on cultive des virus, où on fait des expériences, des laboratoires qui seraient disséminés partout en Ukraine. L'idée comme quoi c'est aussi la guerre en Ukraine, était nécessaire parce que la fin de la pandémie va finir par nous ramener à... On va voir les vraies affaires, puis là il faut que
pas leur île à eux, j'entends, pas le nôtre, mais leur île à eux nous distrait à nouveau parce que le peuple risque de se réveiller. Alors donc, ils ont provoqué la guerre en grande Ukraine. pièce de théâtre. Et que c'est les Américains qui tirent les ficelles qui sont collées dans le dos des Ukrainiens qui sont responsables de cette guerre-là. En fait, tous ces genres de trucs qui nous ont sortis depuis un bout de temps. Oui. Ces arguments-là, je veux dire, ils méritent pas d'être brandolinisés, là, c'est-à-dire qu'on passera pas une heure à démolir ça parce qu'ils n'ont aucun fondement. Et je leur écoutais encore pour me préparer pour ce soir certains des vidéos de nos amis qu'on a vus il y a quelques minutes. Et ces arguments-là, ils les sortent littéralement. C'est ce que je viens de vous sortir, la brochette de... Mais par contre, il y a deux arguments qu'ils ont avancés qui, eux, sont un peu plus dangereux, puis eux, ça vaut la peine qu'on les débunk. Le premier, tu l'as mentionné tantôt, Tommy, c'était celui que Jason a débunké l'autre fois sur les nazis ukrainiens. En fait, ce que Jason a fait, surtout, c'est qu'il a amené toutes les nuances, puis les explications, puis qui vont derrière ça, et qui tu peux pas conclure, quand tu écoutes son truc, tu peux pas conclure que les Ukrainiens sont des nazis. Qu'il y ait des groupuscules, qu'il y ait des activistes avec des idées d'extrême droite ou fascisantes ou nazisantes, si tu veux, fine. Mais de là à conclure que l'Ukraine doit être dénazifiée, ça va pas du tout. Là. Jason l'a bien montré. Si c'est ça, la Beauce doit être dénazifiée dès maintenant. Ouais, puis peut-être certaines autres régions du Canada. Puis à la limite, écoute, peut-être que je pourrais dénazifier certaines maisons du voisinage. Ben oui, aussi, pourquoi là. pas? Oui, non, parce qu'il y en a. Il y a des gens qui adhèrent à cette vision. Ouais. Mais l'autre, la deuxième argumentation, celle à laquelle le deuxième argument auquel on va s'attaquer ce soir, lui mérite, je pense, qu'on s'y arrête, parce que d'abord, il va demander un peu de travail à débunker, puis il n'est pas entièrement dénué de fondement. Et donc, c'est pour ça que là, on doit amener des nuances, puis on doit commencer à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis qu'on regarde c'est quoi les arguments d'un côté, puis c'est quoi les arguments de l'autre, puis qu'on puisse peut-être se faire une tête sur la question. C'est l'argument selon lequel l'Occident aurait promis à l'Union soviétique en 1990, au moment où l'Allemagne est sur le point de se réunifier, que l'OTAN ne s'avancerait jamais vers l'Est. Oh, qu'on l'a entendu. Ça, écoute, c'est central dans le discours de Poutine. Oui. Si vous portez attention à ce que Poutine dit, il l'a dit encore pendant les cérémonies du 9 mai, il a dit que c'est la faute de l'OTAN et si l'OTAN ne s'était pas avancé vers les frontières de la Russie, qu'il n'y aurait pas de problème aujourd'hui, que tout ça, dans le fond, c'est la faute de l'OTAN qui a menti aux Russes, qui a trahi sa parole et que blablabla, tu sais, que tout ça. Donc, cet argument-là que je veux débunker parce que je l'ai creusé un petit peu, puis c'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Okay. Même si en bout de ligne, on va y arriver pareil, là, mais ça va exiger un petit peu de contorsion. Et ça va devenir aussi, je vais vous dire, ça disparaîtra pas, parce qu'aujourd'hui même, Tommy, si tu as suivi un peu les nouvelles, et tous ceux qui nous écoutent, vous avez suivi les nouvelles, la Finlande est sur le point, en fait, ça se discutait aujourd'hui dans les médias, la Finlande est sur le point, c'est une question d'heure ou de jour, de demander à joindre l'OTAN. La Finlande a une frontière, 1500 km de frontière commune avec la Russie. Ouais. Et les Suédois, un peu moins enthousiastes, mais vont le faire aussi très certainement. Ils vont suivre les Finlandais, si bien que l'OTAN, encore une fois, l'OTAN va s'élargir et va se coller sur les frontières de la Russie et ça va ruer dans les brancards à Moscou. Ça rue d'ailleurs déjà dans les brancards et on va en entendre parler. Là. Fait que ça, attelez-vous, là, vous allez l'entendre, ça. Et ce n'est pas terminé. Donc, si vous voulez bien, c'est à ce dossier-là qu'on va s'attaquer ce soir. On va aller voir très intéressant. Ça, c'est comment quoi, ça fonctionne, tout ça. C'est quoi ça? Ça, c'est une statue qui est à Bruxelles, devant le siège de l'OTAN, devant le bâtiment qui se profile en arrière. Donc, c'est une représentation stylisée. Vous voyez le drapeau bleu qui est comme à travers le monument à droite, exactement. C'est le symbole officiel de l'OTAN. Ben là, ce que vous avez, la statue, c'est une représentation stylisée et artistique de la chose. Donc, qui a été... On dirait qu'il va avoir un œil, puis que ça va pitcher un laser, puis Neon Genesis Evangelion. Là. Ça dégage la force, hein, tu vois que c'est un... Fait que moi, j'ai pesé plomb, on s'en va à la prochaine photo. Ouais, et tu arrêtes au bout de 10 secondes, OK? Juste qu'on a une carte sous les yeux. Laisse-la aller. Ouais. OK. On s'arrête ici.
Parce que pour comprendre l'histoire, d'où vient cette histoire-là, puis c'est quoi les arguments pour et contre, il faut qu'on remonte à 1944-45, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jason l'avait raconté, je ne dirai pas plus que ça là-dedans, mais déjà, on voit que dans en Europe, la Deuxième Guerre mondiale se termine lorsque les armées alliés occidentaux qui ont débarqué en France et en Italie vont vers l'Allemagne et que les Soviétiques repoussent les Allemands graduellement jusqu'en Allemagne. Alors, c'est bien qu'ils vont se rencontrer au milieu. Et la question qui se pose au moment où l'Allemagne capitule, ou est sur le point de capituler, en fait, dans les mois qui précèdent, on sait très bien là, que c'est une question de mois ou de semaines là, avant que l'Allemagne s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a éliminé l'Allemagne, qu'on a occupé l'Allemagne, qu'est-ce qui arrive avec tous les pays qui étaient sous la domination allemande? Est-ce que ça retourne comme avant? Ouais. Mais le problème, c'est que les Soviétiques, eux, ont comme idée que la révolution, ça doit avancer, il faut que ça aille de l'avant, et qu'on va en profiter que dans les traces des chars d'assaut qui libèrent ces pays-là, ben, on va semer les graines du communisme. Et les États que l'Union soviétique libère, les États d'Europe, vous voyez sur la carte, il y a la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie. La Yougoslavie est un cas à part, on va le laisser de côté. C'est ça, la Tchécoslovaquie juste au-dessus. Juste au-dessus de la Hongrie, pardon, voilà, t'es dessus. La Pologne, donc, et une partie de l'Allemagne sont occupés par l'Union soviétique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là? Les alliés, c'est-à-dire les Britanniques, les Américains et les Soviétiques ont eu quelques conférences, une à Moscou en 1944, celle de Yalta en février 1945, celle de Potsdam en juillet de la même année, où on se décide, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires-là? Ben, c'est pas compliqué, on se les sépare en sphères d'influence, ou en zones où chacun a ses affaires. OK. Et les Occidentaux acceptent de mauvaise grâce de voir que c'est des régimes communistes qui s'installent en Roumanie ou en Bulgarie ou en Hongrie. Le sort de la Pologne n'est pas tout à fait clair. Le sort de la Hongrie, en fait, non plus, n'est pas tout à fait clair. Et ces pays-là vont à leur tour tomber, avoir des coups d'État, notamment en Hongrie, où les communistes vont prendre le pouvoir avec la bénédiction des Soviétiques. C'est bien que l'idée est là, le monde se divise en deux, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ben même, on dirait que c'est plus que deux, là, parce que la France, puis La carte ne rend pas justice au fait que, vois-tu, la France, le Royaume-Uni, la Britain, là, qu'on voit, les pays occupés par les États occidentaux, eux vont maintenir ou vont se voir rétablir des régimes démocratiques libéraux, des démocraties libérales, là, comme on connaît encore aujourd'hui. OK. Donc, c'est la sphère occidentale, celle des Américains, des Britanniques et un petit peu des Français. Ben, eux retrouvent les gouvernements libéraux tels qu'on en a encore aujourd'hui. Okay. L'Espagne est mise au banc. On ne veut pas trop parler aux Espagnols parce qu'ils sont encore dans un gouvernement fasciste. Les Italiens sont en train de reconstruire. Pardon? Ils n'arrêtent pas de se chicaner, les Espagnols. Il y a tout le temps des guerres civiles. Il y en a eu une en 36-39, mais depuis qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Franco qui est au pouvoir, il tient l'Espagne sous une main de fer. Et Franco a eu l'intelligence, c'est un gouvernement fasciste, mais il a eu l'intelligence de ne pas embarquer dans la guerre du côté des Allemands et des Italiens. Si bien qu'on le laisse tranquille dans son coin, puis on va dire, on te parlera plus tard là, quand vous, les Espagnols, vous changez de régime. OK, wow, hein, c'est peut-être juste... C'est peut-être juste une chicane entre Franco et Mussolini qui a comme permis aux gentils de gagner la Deuxième Guerre mondiale, genre aux gentils entre guillemets. Ouais, ben, je pense que Franco voulait pas avoir trop de problèmes en s'engageant là-dedans parce qu'il n'y avait pas un bon feeling, je pense, sur son ressenti de la guerre. Ouais, je pense que dans son cœur, les sources de son cœur lui disaient que peut-être il valait mieux rester de son bord et pas trop se mêler de ce qui se passait ailleurs. J'aime ça, parfait. Même si les autres se sont mêlés, les Russes ont essayé d'aider les ennemis de Franco, puis les Allemands et les Italiens ont aidé Franco à prendre le pouvoir. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. On va aller à la deuxième étape, parce qu'il faut qu'on avance quand même dans cette histoire. On va aller à la deuxième étape de notre histoire, qui est
Deuxième étape importante. 1949, en fait 48-49, une fois qu'on voit les pays de l'Est commencer à devenir communistes les uns après les autres, surtout la Hongrie, puis surtout la Pologne, c'est dérangeant. Faites pas confiance aux Russes. Peut-être que les Russes voudraient continuer à répandre leur régime politique. Surtout qu'il y a beaucoup de communistes en France, en Italie, qui ont lutté contre l'occupant nazi. Il y a un risque que ces pays-là basculent aussi du côté des Soviétiques. C'est bien que qu'est-ce qu'on fait? On va se regrouper. On va créer un truc qui s'appelle l'Alliance Atlantique, 1948-1949, où 12 pays, dont le Canada. Le Canada joue un rôle important. C'est dommage, on n'a pas vraiment le temps d'en parler ce soir, mais les Canadiens ont joué un rôle très, très important dans la création de cette alliance-là. Ah, wow, cool. Donc, les Canadiens, les Américains et 10 pays d'Europe, la France, le Royaume-Uni, il y avait la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie qui a été ramenée dans le giron. Bravo. Pas la Suisse, pas la Suisse. Norvège. La Suisse. Non, les Suisses, ils veulent rien savoir. C'est comme les Suédois puis les Finlandais aujourd'hui ils veulent rien savoir. Voilà, les Finlandais, eux, en fait, les Finlandais ne peuvent rien savoir parce qu'ils ont les Russes à côté d'eux. Mais les Suédois, eux, ne veulent rien savoir. Les Irlandais non plus veulent rien savoir. Mais bref, il y a 10 pays d'Europe comme ça qui s'allient aux États-Unis, aux Canadiens, qui signent un traité le 4 avril 1949. Et le but du traité, qui est d'abord et avant tout de se protéger face à une éventuelle attaque soviétique. Tout devient violet. Tout devient violet. Il faut arrêter ça. Et le traité est magnifique. Je veux dire, si vous avez un 10 minutes à perdre dans votre vie en attendant l'autobus, vous lirez le traité de Washington du 4 avril 1949. C'est le traité qui donne naissance à l'Alliance Atlantique, à notre OTAN aujourd'hui. Et ce traité-là est toujours en vigueur. C'est un bijou de simplicité. Il y a 3 articles importants dans le traité qui sont importants pour nous. Le premier, le plus important, c'est l'article 5. L'article 5, Tommy, qui dit qu'une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque... Contre toute la gang. Exactement. Tous pour un pour tous. Okay. Ça, c'est le cœur du traité de Washington qui dit qu'effectivement, on s'aide les uns les autres et s'il y en a un d'entre nous qui est attaqué, on va au secours des autres. Il y a l'article 6 aussi qui définit c'est quoi une attaque et c'est important. Parce que ça veut dire c'est pas n'importe quoi. Pourquoi on n'est pas allé aider les Américains au Vietnam d'abord ou en Irak avec eux? Parce qu'une attaque, c'est subir une agression sur notre territoire. Ça ne peut pas être dire, là, je me fais taper dessus au Vietnam ou je me fais taper dessus les Français en Algérie ou ce que tu veux. Non. C'est ton territoire. Une agression, ça doit être sur ton territoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'OTAN, et là, ça c'est important, je le souligne, parce que nos amis ont tendance à étirer un peu cet élastique-là, l'OTAN a une vocation d'abord et avant tout défensive. À l'origine, à la base et le cœur de l'Alliance, c'est une vocation défensive. Puis même, ça avait l'air de monter un mur contre l'expansion du bloc de l'Est. Ça avait l'air d'être ce que eux disent que la Russie voulait pas que ce soit. Genre, tu sais, c'est... En tout cas, j'aime ça. Et il y a un autre article aussi qu'on va garder à l'esprit, l'article 10 dans le traité, qui dit que les parties... Les signataires, les 12 signataires originales, plus ceux qui vont s'ajouter par la suite. Donc, les partis peuvent inviter d'autres États à poser leur candidature. C'est comme la porte est ouverte. Il reste la place, il reste à mettre ton monde, il reste la place. OK, j'aime ça. Et ça aussi, c'est important. Alors, remarquez, il y a un mot important dans l'article 10 qui dit les partis peuvent inviter à accéder au traité tout autre État européen susceptible de favoriser des développements. Juste un petit footnote en passant, c'est pas rapport, mais c'est juste amusant. C'est que ça a posé des maux de tête à Québec en 1995, au moment du référendum de 95, parce que le programme de la souveraineté du Québec prévoyait que le Québec adhère à l'OTAN. Et il y a juste un petit problème. On n'est pas européen! En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, là,
peut-être européen de cœur. Ouais. De chocolatine, genre. Mais je suis pas sûr que c'est suffisant pour adhérer. Enfin, bref, ça aurait fait si le Québec était devenu un État souverain et qu'il avait posé sa candidature pour adhérer à l'OTAN, ça aurait fait un débat philosophique intéressant sur où s'arrête l'Europe. Ben oui. Puis, je veux dire, il me semble que si c'est le traité de l'Atlantique, le Maroc, l'Algérie, c'est tous des endroits qui ont quand même pignon sur rue, pas pire de l'Atlantique. Ouais. Je crois que tu regardes une carte géographique de l'Amérique du Nord et de l'Atlantique et de l'Europe, ben, si tu avais le Québec qui n'était pas dans l'OTAN, ça ferait un trou comme genre au milieu de la carte. Là, Ouais. C'est un autre débat. On pourrait hausser des missiles. On aurait pu les convaincre peut-être. Ouais, je comprends. Cool. Et donc cet article-là, l'article 10, qui prévoit que d'autres États peuvent adhérer, et il y en a qui vont s'en prévaloir assez rapidement. C'est ça qu'on appelle les processus d'élargissement. Tu sais, aujourd'hui, on dit que les Russes craignent l'élargissement à l'Ukraine, qui n'étaient pas contents des autres élargissements. On est rendu, ce serait l'adhésion de la Finlande et de la Suède, ce serait le 10e élargissement de l'OTAN. Okay. Il était 12 au début, là on est rendu 30. Si tu embarques la Finlande puis la Suède, on monte à 32. Puis si tu embarques l'Ukraine, on monte à 33. Ça commence à faire du monde. Un gros party. Et le party il commence à s'élargir en 1952 quand t'as la Turquie et t'as la Grèce qui s'entendent pas très bien ensemble. C'est pour ça qu'on les a acceptés en même temps, parce qu'on voulait essayer de les calmer un petit peu. Là. Calmer ça. Mais on les a fait rentrer donc dans l'OTAN. Si vous regardez la carte, vous voyez que la Turquie, entre autres, avait des frontières communes avec l'Union soviétique ou avec ses alliés, ce qui était bien pratique du côté des Occidentaux, comme genre d'avoir un État qui est juste à côté de l'Union soviétique. Ben oui. Et déjà, les Soviétiques étaient obligés de vivre avec un État membre de l'OTAN qui est le voisin. Ça date pas, c'est pas d'aujourd'hui, là. C'est pas l'Ukraine qui amènerait quelque chose de nouveau. Je veux dire, ça date de 52, là, de 1952. Même la Norvège, si on regarde en haut complètement. Excuse-moi, Stéphane, je trouve que c'est important de revenir sur ce point-là. Mais le concept de, mettons, Vladimir Poutine ou les dirigeants russes qui disent qu'il faut réagir, l'OTAN s'en vient à nos portes. Il est comme 70 ans trop tard, parce qu'en 1952, l'OTAN est arrivé à nos portes. Avec la Turquie, c'est un gros pays, entre guillemets. Là. Je veux dire, il y a du monde en crise dans cette place-là. OK, déjà, parfait. Excuse-moi. C'est normal que ton voisin soit sur le seuil de ta porte, ça fait un petit bout de temps qu'il est là. Ouais. Mais même si tu remontes en haut, là, si tu remontes ton curseur en haut complètement, la Norvège. Regarde, la Norvège, il y a une toute petite frontière avec la Russie. Oui. En haut, au nord complètement. Déjà aussi, là, l'OTAN chatouillait déjà l'Union soviétique. Taquinou, l'OTAN chatouillait. Ça, c'est-tu en 1952 aussi? Là, non, la Norvège, c'est un membre fondateur, c'est 1949. Ah, voilà. Avant. Un membre fondateur, Stéphane. Fait que depuis les débuts de l'OTAN est aux portes, mais là, c'est le temps d'agir parce que c'était le 2 du 22 2022. Là. C'est capoté, man. C'est capoté. Et tu sais, il n'y a rien de tel que de se faire chatouiller le cercle polaire par l'OTAN quand t'es soviétique. Et la claque sa gueule, elle va venir quelques années plus tard, en fait, en 1949, en fait, déjà, les Alliés qui occupent l'ouest de l'Allemagne, les Soviétiques qui occupent l'Est, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas capables de trouver une solution, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne. Ils vont décider, ils vont dire, fuck off, moi je garde mon Allemagne plutôt que garde ton Allemagne. Si bien qu'à partir de 1949, tu as deux Allemagnes. Tu as l'Allemagne de l'Ouest, qui est la République fédérale d'Allemagne, et tu as l'Allemagne de l'Est, leur Allemagne à eux, l'Allemagne de la République démocratique d'Allemagne. Donc, c'est séparé. Et la ligne, tu la vois-tu, sur ta carte encore aussi, tu vois que l'Allemagne a un petit bout de mauve et un petit bout de rose, et un bout de vert. Le petit bout de mauve, il s'en va de son côté, ça devient l'Allemagne fédérale. Et l'autre côté, donc, tu as l'Allemagne démocratique, puis tu as l'Allemagne fédérale de l'autre côté. Si tu avances la vidéo, laisse-le aller pendant un petit 10 secondes. Prochaine photo. Parle-moi à l'impératif, j'aime ça. Voilà, ça, c'est l'Allemagne divisée qui va, donc, on va voir. Est-ce qu'on a la photo en gris? Tu peux l'arrêter. La photo en gris, c'est Berlin.
Oui. Même la ville de Berlin, qui est au milieu de l'Allemagne de l'Est, va être divisée en secteurs. Donc, il y a un bout qui est aux Soviétiques, puis il y a un bout qui est aux Américains, puis il y a un bout qui est aux Français, puis il y a un bout qui est aux Britanniques. Les Canadiens vont remarquer, on n'est pas là, hein, ils nous ont pas donné de bout d'Allemagne, nous. Même si on a on est peut-être qu'il est en arrière de moi. Ah non, il était pas là non plus. non, parce qu'en fait, en réalité, c'est parce qu'on n'en voulait pas. Les Canadiens, on ne veut pas participer à l'occupation de l'Allemagne. La guerre est finie, on sac notre camp, là, puis laissez-nous tranquille. Je trouve ça, d'ailleurs, je trouve ça éminemment weird, triste, pas cool, là, tu sais, ça. Toutes les personnes, tu sais, parce que là, on parle de Français, d'Anglais, d'Américains, de Soviétiques, mais il y a personne, les gens qui tu sais, il y a des millions de personnes en arrière de ces mots-là, puis ces personnes-là, ils sont pas liés à rien de ça, genre, c'est... quoi qu'il y ait autres, ils viennent peut-être... Non, ils viennent de perdre la guerre, puis c'était... Tabarnak, c'est weird. Ouais, mais surtout en Europe, en Allemagne de l'Est, ils trouvent pas ça très drôle. Alors, il va y avoir un phénomène qui va se produire. Il y a plein d'Allemands de l'Allemagne de l'Est qui vont vouloir passer à l'Ouest. Okay. Et il y en a tellement, puis en plus, c'est souvent des gens qui ont beaucoup d'éducation, des ingénieurs, des médecins, toutes les professions qui demandent un diplôme. Ces gens-là, ils vont se rendre compte qu'ils font pas mal plus d'argent si tu t'en vas à l'Ouest que si tu restes à l'Est. Et le résultat, c'est que l'Allemagne de l'Est va se vider littéralement de ses cerveaux. Ce qu'on appelle un brain drain. Là. Et les gens donc traversaient la frontière, si bien que les Allemands de l'Est, le gouvernement d'Allemagne de l'Est et les Soviétiques vont fermer ça graduellement jusqu'en 1961, où là, ils vont vraiment construire un mur qu'on connaît sous le nom de mur de Berlin, donc qui, entre autres, mur de Berlin, mais le mur est tout le long de la frontière, pour empêcher les gens de se sauver à l'ouest. OK, attends un peu. Là, tu es en train de me dire, nous, on a appris le mur de Berlin, mais le mur faisait tout... Il y avait un mur de 6 pieds de haut construit tout le long de... Wow, en fait c'était même le contraire. Le mur le long de la frontière a été construit avant. De faire ça. Puis on s'est rendu compte d'un truc, c'est que, vois-tu, Berlin est au milieu de la zone soviétique. Mais les Occidentaux, ils ont toujours accès quand même. Il y a des routes qui permettent d'aller jusqu'à Berlin, là, sauf pendant un petit bout de temps, ils ont coupé, mais enfin, bon, bref. Fait que les gens, qu'est-ce que les Allemands de l'Est qui voulaient s'enfuir faisaient? C'est que tu étais arrivé à Berlin-Est, tu prenais le métro, puis le métro, il avait été construit avant la guerre, fait qu'il y avait des stations à Berlin-Est et à Berlin-Ouest. Tu prenais le métro à Berlin-Est, puis tu débarquais dans une station à Berlin-Ouest. Puis là, tu prenais le chemin right-through. Fuck, man. Être obligé de faire ça dans ta ville. Calisse, dude. Mais en 1961... en 1961, là, les Allemands de l'Est se sont écœurés, puis ils ont construit le fameux mur qui va être là jusqu'en 1989. On dit-tu merci à Gorbatchev? On peut-tu dire ça? C'est-tu correct? Oui, tout à fait. Merci Gorby. Merci, c'est très gentil. Et merci aussi aux dirigeants est-allemands qui ont compris que ça servait à rien de ça. Mais là, on anticipe un peu sur notre histoire. Voilà, on est en 1961, on vient de bâtir un mur. Je ne savais pas, moi, j'ai tout le temps vu. Même, tu sais, je ne savais pas si... Est-ce que le mur fait le tour aussi de la ville à l'extérieur? Oui. Ouais. Fuck, Stéphane, calvaire, man! Alors, vivre à Berlin, c'était très spécial. C'est en partie pour ça qu'on dit qu'il y avait une atmosphère particulière à Berlin, là, à la fois une place de fête et en même place d'oppression. T'as-tu déjà vu Brésil de Terry Gilliam? Non. Quand il sort de la grande ville, je viens comme de tout comprendre. On dirait qu'il explique ça. Tu sais, quand il sort, t'as pas le choix d'aller sur le chemin, t'as pas le choix de dire où tu vas aller quand tu sors de la ville. Puis tu sais, tu regardes, puis c'est juste comme des gros murs austères avec... c'est débile, man. Je capote. Je savais pas que c'était... je pensais genre que c'était gardé lourd, mais pas, tu sais, qu'il y avait comme un mur ici, physique. Un mur, un vrai mur. Mais pas tout autour de ça. Pis hey, c'est débile, man. Ça fait 161, Chris. 60, c'est débile. C'est débile. Mais avant d'arriver en 61, on va juste placer un dernier épisode aussi au début. Non, c'est bien correct.
C'est que, bon, en 1949, les deux Allemagnes se forment, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, que je disais tantôt. Mais les Occidentaux, déjà, parce qu'ils aiment ça, titiller les Russes, hein, puis cultiver un petit peu de nervosité chez les Russes. En 1954, les Alliés vont. Les Alliés aussi qui se méfient des Russes, hein, soit dit en passant, c'est des deux côtés. Oui. Regarde, C'est ça, la guerre sont- froide, là. Là, on est en guerre Et, froide. on pense que c'est que l'autre va essayer de me faire là, comme coup. Fait que finalement, les Occidentaux, les Américains, avec les Américains, les Européens vont faire un coup aux Russes. Ils vont dire, hey, si jamais on a une guerre contre la Russie, ce serait le fun d'avoir les spécialistes de la guerre contre la Russie de notre bord. Tu sais, du monde qui ont de l'expérience là, de se battre contre les chars russes, qui connaissent la stratégie des Russes, qui les ont mordus une couple de fois. C'est qui les spécialistes des Russes en Europe? La guerre contre les Russes? C'est les Ukrainiens. Non, pas tout à fait. Bah, j'étais pas loin. Tu vas aller chercher trop loin. Ça- Mais c'est les Allemands. Ouais, j'aurais dit allemand, sinon, ouais. Je veux dire, eux se sont battus pendant 4 ans contre les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis pour monter avant aussi. Mais donc, les Occidentaux vont dire, hey, nous, on a des Allemands qui sont de notre côté, là, des Allemands de l'Ouest. On les embarque dans notre gang. Et en 1954, ben, l'OTAN, l'Alliance Atlantique, invite l'Allemagne de l'Ouest à se joindre à l'OTAN. Donc, c'est le deuxième élargissement, si vous voulez. Ah, mais ça, ok, ouais, hein, ça commence à narguer un ouais. petit peu, là. Et l'Allemagne devient le 15e membre de l'OTAN. Mais tant qu'être dans une alliance, ça ne sert à rien d'être dans une alliance si tu n'as pas d'armée. C'est vrai. Fait que les Occidentaux disent aux Allemands, ben, coudonc, on va en créer une armée allemande. Et ça, pour les Russes, là, c'est la claque à gueule. OK. Parce que ils se sont battus pendant 4 ans contre les Allemands. Ils ont réussi de peine et de misère à les repousser puis à les battre finalement. Puis là, tu leur dis, ah, by the way, on recommence. On recrée une armée allemande telle que celle qui vous a envahi il y a moins de 10 ans. Ouais. Fait que ça le fout mal un peu, là, disons, pour les Russes de voir ça. Puis là, toutes les personnes dans cette armée-là, ils ont dû avoir comme un oncle ou un père qui était mort dans la guerre d'avant, ou c'est Il n'y a les pas une famille russe qui a été épargnée par la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, là, hey, la charge émotive que cette poutine de patente-là, c'est débile, man, je capote. Fait que déjà, on comprend un petit peu que quand tu te méfies en particulier de l'autre, puis tu vois l'autre faire ça, c'est sûr que ça crée, disons, des tensions. Puis là, on n'a même ça pas va parlé des armes nucléaires non plus, là, comme Jason nous a parlé. Ça boue, là, ça bouille en crise, là. Et on va passer à l'étape suivante. En fait, il y a une carte qui s'en vient, puis on va aller tout de suite à l'autre parce qu'on va voir qu'est-ce que les Russes vont faire face à cette situation-là en 1954. Donc, si tu repars la vidéo, on va laisser rouler un petit peu. Parce que qu'est-ce que ça, on va revenir sur cette carte-là tantôt. Qu'est-ce que les Russes vont faire? C'est qu'ils vont dire, ah ouais, ben vous êtes créé une alliance, ben nous, on va faire pareil. On va se doter de notre propre alliance. On va avec tous les pays qui sont nos amis, même si ce n'est pas toujours des amis très enthousiastes, mais on va aller voir tous les gouvernements qu'on a mis en place en Europe de l'Est, que ce soit en Bulgarie, que ce soit en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Albanie. Et on va dire à tous ces gens-là, ben venez, on va se faire une alliance qui, pas tout à fait pareille comme l'OTAN, mais qui va ressembler beaucoup à l'OTAN. Et cette alliance-là, elle va porter un nom, elle va s'appeler le Pacte de Varsovie. Ah. J'imagine que la carte va bientôt nous le montrer. Donc, on va voir que tous les alliés de l'Union soviétique vont se réunir. Et très important, un membre naturellement très important du Pacte de Varsovie, c'est l'Allemagne de l'Est. Ah, c'est ça. Leurs Allemands qui vont embarquer dans leur alliance. Alors, si on a les Allemands de l'Est qui sont dans l'alliance des Soviétiques, le Pacte de Varsovie, et tu as les Allemands de l'Ouest qui sont dans l'OTAN, dans l'Alliance Atlantique. Donc, la coupure se fait vraiment à ce moment-là. Hey, là, les trucs sont en place pour la guerre froide. On passe à la prochaine image. Oui, ben c'est bon, laisse-la aller, on va voir la prochaine image. Non, reste à celle-là, elle est bonne.
Je veux pas aller trop vite, je veux pas non plus On a tout notre temps. couper l'herbe sous le pied de notre ami Jason, surtout que j'y dois mes cartes là en plus. Là, Hein? et il faut dire aussi que le pacte de Varsovie va se révéler quand même assez efficace dans la mesure où, quand il va y avoir des révoltes dans certains des pays de ces pays alliés de l'Union soviétique, par exemple en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968, ben, surtout en 1968, en fait, c'est les pays du pacte de Varsovie qui vont intervenir aux côtés des Russes pour mater les révoltes qui se... Donc, on voit que le pacte de Varsovie sert non seulement d'alliance défensive contre les Occidentaux, mais aussi à garder le calme à l'intérieur des... Jusque-là, tout va bien, c'est l'équilibre de la terreur, c'est le bon vieux temps de la guerre froide, c'est le eux, c'est le nous, on sait c'est qui les bons, c'est nous, on sait c'est qui les mauvais, c'est eux, et vice-versa. Donc c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Jusqu'à un fameux soir du 9 novembre 1989. Est-ce que tu te rappelles où tu étais ce soir-là, Tommy? Et Chris, j'avais 11 ans, fait que mes priorités étaient pas encore trop de... Me semble... 11 ans? Ouais, me semble Ah, la première fois, le souvenir le plus vivace que j'ai de la chute du mur de Berlin, moi, c'était Jean-Claude Pénard dans Sans Limite qui avait fait une toune. Puis il y avait un gars qui donnait des coups de pic là, sur le top du mur. Puis là, ça chantait « On n'en veut plus du mur de Berlin ». Puis il disait après ça, il disait « On n'en veut plus du fromage en grains ». Puis c'est une des choses les plus drôles que j'avais vues à l'époque. Fait que non, je me rappelle pas, ouais, Stéphane. c'est une bonne façon de voir ça. Moi, j'étais allé à l'Union soviétique parce que je pense qu'on se l'est dit l'autre fois, j'ai quelques années de plus que toi, Tommy. Oui. T'es mon L'expérience. cadet. Oui, Moi, j'étais allé en Union soviétique en 86, en 87. D'ailleurs, j'étais pas loin quand Tchernobyl a pété, là. Je connaissais quand même, j'étais avec un ami qui était avec moi sur ces voyages-là. On était dans un bar le soir du 9 novembre 89, puis la barmaid, elle nous connaissait bien. Et elle vient nous voir à un moment donné pendant la soirée, puis elle disait hey, les gars, le mur de Berlin est tombé ce soir. Nous, on part à rire. On va dire, c'est juste pas possible, là, tu sais. Ça se peut pas. Ça prendrait une guerre pour que ça tombe. Toi, le Mais mur non, de Berlin est tombé. Ben non, il était tombé. non. Le machin est tombé. Tu sais, mon ami qui était là, qui lui avait une copine à Berlin, justement, où qui était allé quelques mois plus tôt, il me disait ouais, il y a des manifestations, mais les manifestants ne s'approchent pas du mur, ils veulent pas y toucher. Il me dit ah, moi, là, dans 10 ans, probablement que le mur va tomber. Okay. Ce soir-là. Okay, c'est ce soir-là qu'il m'a dit ça. et effectivement, le truc est tombé, là. Mais écoute, non, mais c'était un choc aussi pour Ben toi. oui. Moi, j'étais étudiant en sciences politiques déjà à l'époque. Puis tout ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais rentré au cégep puis au bac, du jour au lendemain, ça vient de disparaître. Toute cette histoire de guerre froide, de nous les bons, eux les mauvais, guerre nucléaire, tout ça, comme subitement nos points de repère, là. Et ça va s'aggraver dans les mois qui viennent parce que dans les 6 mois qui suivent, donc jusque de fin 89, début 90, les régimes communistes tombent les uns après les autres en Europe de l'Est. Tous les alliés des Soviétiques tombent les uns après les autres. Et, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on pensait, là, tous nos points de repère pour faire des relations internationales, c'est comme, wow, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. On est où? Qu'est-ce qu'on fait avec nos armées? C'est qui les bons? C'est qui les méchants? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et c'est assez. Moi, je me sers de cet exemple-là souvent pour dire les certitudes dans la vie. Là, oubliez ça. Ben oui. OK, on avance. Avec, on avance avec plaisir. Parce que là, on est rendu sur le bord de la partie crunchy. Là. Attends, non, ramène. Ramener un petit peu avant, oui. Ouais, parce qu'on va encore avoir besoin de cette carte-là. Mais là, on est sur le bord de la noix qu'on va devoir casser pour résoudre l'énigme que nos amis conspi évoquent. Oui. C'est que le mur de Berlin tombe en novembre 89. Le gouvernement d'Allemagne de l'Est
sans le tapis, lui tirer sous les pieds. Il démissionne, on ne me souviens plus des circonstances, mais très, très vite, on réalise que l'Allemagne, qui est divisée depuis 1949, donc depuis 40 ans, ben l'Allemagne est sur le bord de se réunir. On n'a plus le choix, que les deux Allemagnes, naturellement, ne forment qu'un pays, puis ben là, il va falloir recoller ce pays-là. Il va falloir le remettre ensemble. Ouais. Et là, c'est là que commence vraiment la réflexion, à savoir, OK, comment on va faire ça? Parce que ça pose un premier problème. Est-ce que l'Allemagne de l'Est, qui va s'intégrer à l'Allemagne de l'Ouest, donc qui va devenir une démocratie libérale, qui va prendre le système politique de l'Allemagne de l'Ouest et qui va ne former qu'une seule entité, cette Allemagne de l'Ouest, elle est membre de l'OTAN. Et là, qu'est-ce qui va arriver si l'Allemagne de l'Est rentre dans l'Allemagne de l'Ouest? Ben, l'OTAN, par défaut, là, si tu regardes là, sur ta carte, le spot mauve d'Allemagne de l'Est est au plein milieu de la carte, ben, ça veut dire que tu t'avances vers les frontières de la Russie. Oui. L'Union soviétique, parce que l'Union soviétique existe encore à ce moment-là. Ouais. Et les autres gouvernements, au moment où se pose cette question-là, puis là, toute cette histoire-là se passe en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Là. Les autres gouvernements sont en train de vaciller et de tomber aussi, fait qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec eux. Mais c'est là que va se tenir une discussion, fin janvier 1990, début février 1989, entre les Allemands, naturellement, qui sont les premiers concernés, les Allemands de l'Est et de l'Ouest, les États-Unis, donc, qui sont dirigés par le père de George Bush, qui s'appelait aussi George Bush, son secrétaire d'État qui s'appelle James Baker, et les représentants de Gorbatchev et son ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze. Toute l'action, là, tout le débat qu'on a sur la promesse, la fameuse promesse, c'est là qu'elle va se passer. Ou qu'elle se serait passée. Ah oui, que l'OTAN, faut pas qu'elle grandisse, qu'on parle tout le temps, là, on s'en va vraiment casser la noix, comme tu disais, Stéphane. Exactement. Et parce que là, les Russes auraient dit, ou non, plutôt, les Américains auraient dit aux Russes, ouais, ben, si vous laissez l'Allemagne de l'Est rentrer dans l'Allemagne de l'Ouest, on va s'organiser pour que l'OTAN s'avance pas vers l'Est, puis qu'il y a un fleuve qui traverse l'Allemagne de l'Est qui s'appelle l'Elbe, et qu'on va s'arrêter là. Il n'y aura pas. Est-ce que ça a été dit? Est-ce que les Russes l'ont demandé? Est-ce que les Soviétiques, encore, pardon, l'ont demandé? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et tout le débat qu'on a aujourd'hui, ça porte là-dessus. En fait, les discussions qu'il va y avoir à l'époque n'aboutissent pas à un traité. Et quand je dis que c'est un débat jusqu'encore aujourd'hui, c'est vrai que Poutine utilise cet argument-là. C'est vrai que les pro-Poutine utilisent cet argument-là. C'est dommage parce qu'on avait vu dans la vidéo tantôt, je ne sais pas à quel moment je l'ai vu, mais les invités de Dan Pilon, les deux vont dire textuellement, les Américains ont signé un papier avec les Russes promettant que l'OTAN ne s'élargira pas vers l'Est. Il n'y a pas de papier comme ça. C'est une menterie. C'est une menterie quand il dit ça. Hey, Stéphane. Oui. Il y a 2-3 questions. Je ne veux pas en passer trop des questions parce que ça peut devenir long. Et Stéphane a préparé un sujet. On y va chronologiquement. Ça va très vite. Surtout, c'est bien correct. Il y a quelqu'un qui demande, question pour Stéphane, si le mur de Berlin n'aurait pas tombé, on aurait pu s'attendre à quoi? Ce qu'on se rend compte, c'est que le régime était tellement incapable, d'une part, de se maintenir en place, et que les Russes, en fait, Gorbatchev lui-même, pour essayer d'inverser l'effondrement de l'économie soviétique tel qu'il se dessinait au milieu des années 80, c'était absolument clair que l'économie soviétique ne parvenait plus à se maintenir. Gorbatchev a mis en place des réformes. En fait, il y a deux réformes. Il y a la perestroïka, qui est la réforme de l'économie, où il faut laisser un peu plus de liberté, il faut moins de planification à la communiste, puis un peu plus de liberté dans l'économie. Puis la glasnost. La fameuse glasnost, qui veut dire... J'écoute. Ça, c'est la transparence de l'information, un peu plus. C'était moins de médias contrôlés par l'État, laisser un petit peu plus de latitude.
Mais et le fait d'avoir mis en place ces deux réformes-là a comme un effet d'ouvrir un barrage. C'est que tu commences à ouvrir un petit peu, on va laisser couler un peu d'eau, mais non, la force de l'eau est tellement grande qu'à un moment donné, tu ne peux plus l'arrêter. Ouais. Et c'est à ça que les régimes d'Europe de l'Est et d'Union soviétique ont été confrontés. La question est pertinente, dans le fond, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Parce que oui, dans un geste désespéré, tu as quelqu'un comme nous, on redoute aujourd'hui que si Poutine se met à perdre, ben, qu'il fasse un geste malheureux et nucléaire, là. Ouais. Ben oui, probablement qu'avec quelqu'un d'autre comme... Bon, pas probablement. Possiblement qu'avec quelqu'un d'autre comme Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique, ça aurait pu mal tourner. Et en fait, à l'époque, on s'attendait, il ne pouvait pas y avoir dans l'esprit des gens, jusqu'à la fin 89, de possibilité de dénouement autre que par une guerre. C'était la seule manière de débloquer la situation, c'était par une guerre, mais ça s'est venu par l'intérieur. Fait qu'on on dit encore merci à Gorbatchev là-dessus. Là, je pense qu'on peut lui dire tout à fait un grand merci. On va retourner. Il y a Ranator, une question rapide. Peux-tu demander à Stéphane s'il a lu le livre Myths of the Eastern Front de Ronald Smeltzer et Edward Davies? Ça a l'air d'être une discussion que tu devrais lui écrire en privé parce que ça... Oui, j'aimerais bien. Si on peut m'envoyer la référence, parce que je ne le connais pas. Et le Eastern Front, ça peut être pendant la Deuxième Guerre mondiale ou peut-être que ça peut s'appliquer après. Donc, mais je ne le connais pas. Je le connais pas. Voilà, ça... Soit dit en passant, je suis en train d'en lire un autre excellent sur l'invasion de l'Union soviétique par les États-Unis. Le livre qui est excellent, c'est pas l'invasion. Qui s'appelle simplement Opération Barbarossa. C'est une brique de 1000. Tiens, si on pogne l'iPrime, je vais vous montrer ma brique. La brique Barbarossa. Fait que là, bon, on va revenir de l'autre côté des quelques questions. Là, on est dans un traité, puis est-ce que ça s'est discuté? Est-ce que ça s'est dit? Ce qu'on sait, c'est que ça s'est pas signé. Ça n'existe pas, ça s'est pas signé. Ça commence très mal, d'abord, au début, de soutenir qu'il y a une promesse comme ça, si cette promesse-là n'a pas été couchée sur papier. Tu sais, ça signe une promesse comme celle-là. Dans un traité comme ça. Ben oui. Parce que on va s'entendre, les Soviétiques, les Américains, les Allemands vont s'entendre sur la manière dont l'Allemagne de l'Est va intégrer l'Allemagne de l'Ouest. Oui. C'est le moment de le mettre. Là. Si tu voulais le mettre, là, c'était le temps de le mettre. Si c'était vraiment important pour toi, ben pourquoi tu ne l'as pas mis? Oui. Et donc, déjà tu sais, ça commence mal. Donc, au plan strictement du droit international, au plan légal, ben, tu peux pas invoquer cet argument-là comme le font les Russes et comme le font les amis pro-Poutine qu'on a peut-être autour de nous actuellement, comme ils le font ouvertement. Mais Tommy, nous, on n'est pas des légalistes, hein, on n'est pas des gens simplement qui s'arrêtent à la lettre de la loi, puis on est peut-être des gens plus ouverts que ça, surtout toi comme postmoderne, moi comme constructiviste, on a l'esprit plus ouvert, on est capable de dire, ben il n'y a pas juste des lois dans la vie, il y a aussi des compréhensions, il y a peut-être, on peut avoir, tu sais, on peut des être... motivations, hein? Ouais. Ouais, mais on peut se dire, ben, OK, on se comprend, puis OK, on comprend vos peurs, puis on comprend vos problèmes. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'ouverture des archives, c'est une des raisons pour lesquelles c'est revenu sur le tapis depuis quelques années, c'est que les archives allemandes et les archives russes ont été ouvertes et que, oui, ça s'est discuté, ça a été évoqué, c'est pas clair qui l'a dit en premier, puis c'est pas clair si c'est vraiment ferme. C'est une proposition des Américains qui a été retirée par la suite. Qui a dit quoi là-dedans? On sait pas, mais en tout cas, à un moment donné, l'idée a flotté au-dessus de la table. Elle n'a pas atterri, mais elle a flotté au-dessus de la table. Okay. On va leur donner ça. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins clair. Ouais. Et ça, ce que je vous raconte là actuellement, une des raisons pour lesquelles je considère ça important, c'est que dans tout l'argumentaire conspi ou pro-russe, tout ce débat que j'évoque actuellement, lui, il est discuté dans les revues scientifiques. Ouais. C'est vraiment, pour me préparer pour ce soir, je suis allé voir dans des revues, puis il y a encore naturellement, il y a des textes encore qui sortent aujourd'hui où des gens qui étudient minutieusement les archives allemandes, les archives russes pour essayer de trouver une preuve d'un côté ou une preuve de l'autre, puis comment ça s'est fait. Puis jusqu'à date, des smoking guns, on n'en a pas. On a juste on l'évoque au mieux, c'est évoqué en passant.
Fait que là, t'es en train de me dire que nous, les pas pro-Poutine, puis ceux qui trouvent qu'Alexis il suce, on est en train de se dire que peut-être que ça, tu sais, on est comme plus raisonnable. Nous, devant l'absence de preuves, on dit peut-être, mais le fait qu'il n'y a aucune signature, que les archives sont étudiées par du monde intéressé, il n'y a pas de smoking gun. Fait que pour l'instant, peut-être ça a été discuté ou pensé, mais dans ce contexte de traité-là qui impliquait les gagnants de la guerre d'avant, qui voulaient séparer une ville avec des millions d'habitants, 20 ans dans le passé, 30 ans plus tard, ben, dans ce contexte de traité-là, une décision autant importante n'a pas été couchée sur papier, n'a pas été mentionnée officiellement, n'est pas enregistrée dans les records. Juste avant de te passer à POC, je veux vous remercier vraiment beaucoup pour votre le train de l'engouement, Mr. Nice Boots, très généreuse, et les autres, merci beaucoup. Stéphane, je te passe la POC. Mais tu viens très bien de résumer ça. Le poids d'un côté, tu dis, OK, je n'ai pas de traité d'un bord. La seule chose que j'ai, c'est, ouais, peut-être qu'on en a discuté à un certain moment où ça a été évoqué, mais sans plus. Donc, tu sais, entre les deux, là, moi, je penche plus du côté de ça, de dire, ben là, si ça avait été important, on l'aurait mis sur le papier. Officiel. Mais on a deux autres arguments qu'on peut avancer aussi pour douter de cette position-là. Le premier, c'est une question de chronologie. Enfin, les deux, c'est une question de chronologie. Je t'ai dit tantôt que en fin janvier 1990, Gorbatchev commence à discuter avec les Occidentaux, puis il lance dans une discussion qu'il est prêt à la réunification allemande. Ce que je ne vous ai pas dit, parce qu'on arrive à ce moment-là, c'est que 6 mois plus tard, en juillet 1990, au moment où l'Allemagne est sur le bord, là, la fusion est sur le bord de se faire, là, on est quasiment fait. Les membres du pacte de Varsovie, dont les gouvernements tombent les uns après les autres, comme je vous racontais tantôt, ils décident que le pacte de Varsovie, c'est fini, si bien que je pense le 13 juillet 1990, ou ça de mémoire, là, le pacte de Varsovie se fait harakiri et il se dissout. Wow. Le pacte de Varsovie n'existe plus aujourd'hui. Okay. Il a vécu de 1955 à 1990, mais donc il disparaît. Le timing est important ici, parce que si Gorbatchev a donné son accord déjà pour la réunification de l'Allemagne en janvier, il ne pouvait pas, peut-être qu'il s'en doutait, mais il ne pouvait pas savoir que le pacte de Varsovie, lui, serait dissous dans les mois qui viennent. Et par conséquent, ça ne pouvait pas lui traverser la tête. En tout cas, il fallait vraiment creuser loin pour dire, d'un coup, que le pacte de Varsovie, qui existe toujours à ce moment-là, se dissout, puis que d'un coup, les États qui sont membres du pacte de Varsovie veulent aller rejoindre l'Alliance Atlantique, on devrait s'y opposer. Ça commence à faire un long shot pas mal. Ça t'oblige à jouer aux échecs avec 7 coups d'avance. Puis ça t'oblige aussi à présumer que le puissant empire soviétique savait que c'était une coquille vide, puis que le chef qui était au pouvoir n'avait pas confiance en son armée et en son projet. Là. Ça implique un cadre de pensée qui en tout cas, me semble... Pourquoi tu demanderais une garantie contre l'élargissement de l'OTAN si tous les pays qui seraient susceptibles de joindre l'OTAN, à part l'Allemagne de l'Est, tous ces pays-là sont encore de ton bord? C'est qu'à un moment donné, ça devient anticipé un petit peu trop loin, là, les trucs. Mais bon, soyons bourgeois et laissons une petite porte. Vraiment, parce que si en plus ça sait que c'est public, que les pays membres, ils se font dire t'as pas le droit, me semble, c'est en tout cas. Oui, OK. Je trouve que ça juste une autre petite note, une petite parenthèse aussi sur un petit détail à part. Dans ce qu'on appelle la théorie des alliances, parce que ça existe en relations internationales, les théories sur l'évolution des alliances, il y a une espèce de loi d'airain qu'on avait, vous allez comprendre pourquoi on ne l'a plus, mais il y avait une croyance très forte chez les théoriciens, chez des relations internationales, que une alliance ne peut pas survivre ni à sa défaite ni à sa victoire. C'est-à-dire du moment qu'elle a rempli sa fonction ou qu'elle a échoué à remplir sa fonction, elle doit disparaître. En 1990, quand l'Union soviétique, quand le pacte de Varsovie s'effondre et que les pays de l'Est, les gouvernements des pays de l'Est tombent les uns après les autres, l'OTAN aurait pu dire mission accomplie. Oui. Et par conséquent,
elle n'a plus de mission. Elle n'a plus de fonction. Et donc, en toute logique, si tu penses en des termes de théorie des alliances, ben, tu te dis, ben, c'est pas normal que l'OTAN survive et c'est pas normal que l'OTAN ait survécu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Selon la théorie, malheureusement, les faits objectifs ne se conforment pas toujours à la théorie, mais selon la théorie, l'OTAN aurait dû disparaître en 1990. Et encore aujourd'hui, dans les discussions entre chercheurs en relations internationales, le mystère de la survie de l'OTAN demeure toujours un mystère. On ne comprend pas pourquoi ça a survécu alors que ça n'aurait pas dû survivre. Puis je veux dire, c'était comme l'espèce d'alliance militaire qui aurait pu empêcher peut-être les pays européens de créer la zone euro puis ce genre de patente-là. Dans le sens que il y avait déjà comme un gros chunk de pays alliés puis ils n'ont refait ailleurs ou autrement. C'est peut-être l'Occident qui voulait se protéger. Moi tu sais quoi? Moi, je suis rendu un expert. Là. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. Moi, je pense que c'est la bombe nucléaire pour vrai. Moi, je pense que c'est ça. C'est que si... Je pense que le monde a encore peur de ça, puis que si les États-Unis se font atomiser, il faut qu'il y ait un pays ailleurs qui puisse se venger ou ce genre de patente-là. Ouais, en fait, quelque part, c'est plus drôle, c'est plus le contraire. En fait, le problème des Européens, c'est qu'en 1990, 90-91, on se rappelle, effectivement, de tous ces changements-là, mais il y a un autre événement très important qui se produit, c'est la guerre en ex-Yougoslavie, qui va faire quand même 200 000 morts, de 91 à 95. Et on se rend compte que les Européens ne sont pas capables de gérer ce conflit-là, ne sont pas capables de mettre fin au conflit. Les seuls qui vont être capables, c'est l'OTAN avec donc les Américains, qui vont taper sur la tête des Serbes de Bosnie jusqu'à ce qu'ils capitulent en 1995. Okay. Et pour les Européens, ce qui craignent qu'il y ait d'autres sources, parce qu'il y en a beaucoup de sources de tensions ethniques en Europe, surtout en Europe de l'Est, mais on se dit, l'OTAN, c'est un maudit bon instrument pour assurer la paix sur le continent, pour gérer les crises sur le continent. Puis ça, ce qui change déjà la nature de l'OTAN. C'est plus l'article 6 que je vous disais tantôt. Oui, mais puis là, ça amène de la défense, hein? On parlait de défense, mais à l'interne, un peu comme quand ils ont fait le pacte de Varsovie pour essayer d'étouffer des rébellions ou des révoltes à l'interne, genre. Oui. Ouais, en fait, pas tellement des révoltes à l'interne que de pouvoir intervenir là où il y a des groupes qui sont en conflit les uns avec les autres, comme on avait en ex-Yougoslavie, les Serbes de Bosnie contre les... C'est de jouer la police. Okay. Puis, dans le fond, c'est pas juste la répression que d'être capable de taper sur la tête de celui qui refuse de faire la paix. Là, OK. Et c'est comme ça que l'OTAN se recycle. Ça, c'est la première étape du recyclage de l'OTAN. Mais là où je vais en venir, et c'est la carte de Jason, que je viens de voir Jason apparaître, je vais bientôt lui céder la parole. Mais la carte est intéressante ici parce que l'OTAN, non seulement elle ne meurt pas, mais elle grossit. Et donc, en 1989, on avait 16 membres, parce que je ne vous l'ai pas dit, l'Espagne est rentrée. Finalement, quand Franco est mort en Espagne, les Espagnols ont joint l'OTAN en 1982. En 1989, il y a 16 États membres de l'OTAN. Et tranquillement, au milieu des années 90, on va peut-être inviter d'autres États qui nous sont particulièrement sympathiques parce qu'ils sont très européens dans leur culture, notamment les Polonais, les Hongrois, les Tchèques. Et on va commencer à entamer cette discussion pour que les anciens membres du pacte de Varsovie, en fait certains anciens membres, rejoignent l'OTAN. Okay. Et donc, tu vas avoir un premier élargissement en 1999, donc Hongrie, Pologne, République tchèque, et ça va être suivi de d'autres élargissements. 2004, il y en a 8, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, qui rentrent dans l'OTAN. Et là, sur la carte, si tu regardes les États baltes, là, en mauve, là, sur le bord de la frontière russe, donc, ici, monte plus au nord, plus. Voilà, ça, c'est les États baltes. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, pardon. Okay. Là, on est rendu encore sur la frontière de la Russie. Oui. Puis tu regardes, il y a une petite tache orange là, entre les États baltes et la Pologne. Ça aussi, c'est un territoire russe.
OK. Fait que l'argument, ça, tu sais, déjà encore, tu vois, l'OTAN est rendu collé là, sur les frontières de la Russie. Là. Beaucoup. Les Beaucoup deux seuls collé. pays qui sont encore gris, en fait, parmi les quelques pays qui sont encore gris, tu as la Biélorussie, que tu viens de cliquer dessus. Ouais, ça, c'est la Biélorussie. Tu as l'Ukraine, naturellement. Et tu as les deux autres cocos dont on parlait tantôt, la Finlande et la Suède. Alors, tu vois que l'OTAN est en train de se coller sur la Russie. Puis c'est vrai que, regardons ça du point de vue des Russes. C'est vrai que c'est un peu fatigant que là, toute ta frontière occidentale, elle est presque... Elle va être sur le point de devenir toute mauve-bleue, là. Tu sais, c'est vrai que ça doit cultiver un sentiment de paranoïa. Oui. Surtout Mais que le point que je voulais faire dans mon argumentaire encore, parce que je vous dis qu'il y avait deux arguments chronologiques, et le premier, celui de la réunification de l'Allemagne. Mais lors de la première réunification qui mène en 1999, okay, ça se discute pendant des années. Ça commence 92, 93, puis là, je suis allé revoir dans mes livres, mes textes qui datent d'avant 1999, avant le premier élargissement vers l'Est. Les Russes qui intervenaient au cours des années 90 n'ont jamais mentionné un quelconque promesse de l'OTAN. Ce n'était pas dans le vocabulaire à l'époque. Donc, si comme Poutine le dit aujourd'hui, puis si comme nos amis pro-Poutine le disent aussi aujourd'hui, il y a vraiment une promesse qui a été faite, mais en tout cas, il l'avait oublié au milieu des années 90. Ah, dude! Ça là, il aurait pu l'utiliser à ce moment-là. Ben il aurait oui. pu dire « Hey, wow, en 1990, vous avez dit que ça ne se ferait pas. » Et ça n'a pas arrêté les Occidentaux, donc de pouvoir intégrer ces trois pays-là, plus les 10 de 2004. Donc, c'est revenu très récemment dans le discours de la Russie. C'est comme si cet argument que Poutine nous sert aujourd'hui avait été étrangement oublié quelque part pendant toutes ces années-là. C'est vu qu'au plan chronologique, ça ne marche pas non plus. Vraiment. Là. Vraiment, ça marche vraiment pas. donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis comme oui, il y a du stock qui fait qu'on peut débattre de la question, mais en bout de ligne, les preuves ou les arguments contre cette idée de la promesse de l'OTAN et des Occidentaux à la Russie, finalement, il n'est pas soutenu par grand-chose. C'est assez faible comme les preuves sont là, il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Et le dernier point, ensuite, avant de céder la place à Jason, dernier point, c'est quand même, vous êtes des postmodernes, Max aussi, comme je le disais hier. Oui, moi, je suis un constructiviste. On est des gens ouverts quand même, on est des gens antipathiques, on est des gens qui sont quand même capables de voir les choses du point de vue de l'autre. Et juste pour finir sur peut-être une note un peu moins radicale, disons, c'est de dire, mettons-nous à la place des Russes, puis c'est un fait qu'à un moment donné, tu dis, on a l'impression qu'on s'est fait trahir, on a l'impression qu'ils sont contre nous, qu'ils sont encore en train de mettre une pression, et que c'est possible qu'ils y croient vraiment à cette idée comme quoi on devait implicitement les intégrer de notre côté, non pas les repousser puis les mettre... Et c'est très possible qu'il y ait cette paranoïa des Russes qui, à l'égard de l'Occident, des fois, m'écrivent, ils disent, sont où tes sources, tes sources sont dans mon cœur. Et cette paranoïa-là, de taper dessus, c'est peut-être pas la bonne solution que d'essayer de, à tout le moins, tenir compte de cet élément-là dans une éventuelle négociation sur la paix en Ukraine. Il ne s'agit pas de céder à l'agression russe. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont raison. Il ne s'agit pas de leur justifier leur geste. Mais à tout le moins que quand on va, parce qu'il va falloir à un moment donné penser à une solution face à ce conflit-là, peut-être laisser une petite place dans l'équation pour cet aspect de paranoïa, de déception, de sentiment de trahison que je suis malheureusement pas mal certain que beaucoup de Russes entretiennent, et c'est pour ça qu'ils sont réceptifs à Poutine. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils disent, Poutine, on l'aime bien là, finalement. Ça fait partie de la propagande, mais à un moment donné, ça en fait tellement partie que ça devient la réalité un petit peu, puis on peut pas, on peut pas faire... Un bon psychologue te dirait, il faut désamorcer ça quelque part, là, puis... Ouais. Alors voilà, donc, c'est pour ce mythe ou cette
cet élément de C'est que l'argumentaire conspi que je pense qu'il méritait un petit, Puis une petite heure brandolinienne. t'as même pas parlé de Gorbatchev qui avait dit là, dans un article que Jason avait partagé. Là, Gorbatchev, il dit que ça avait jamais été discuté puis qu'il s'en rappelait pas. Oui, entre autres, ça pourrait être un autre argument aussi effectivement, même les Russes qui étaient là. Shirvanadze est mort aujourd'hui, donc on peut pas le savoir. Gorbatchev aurait peut-être pu étayer cette idée-là. Mais non, vois-tu, ça c'est un autre clou dans l'argumentaire pro-Poutine là, qui justifie son invasion de l'Ukraine. La désinformation. Autant Jason, l'autre fois, a montré que l'argumentaire des nazis, c'est dans le meilleur des cas extrêmement faible, autant j'espère aussi avoir fait la même chose avec cet argument sur l'OTAN qui est responsable de la guerre en Ukraine, c'est faible. Dude, la Turquie puis la Norvège étaient là depuis 1952 puis la fondation en 49. Il y a des hosties de limite là, de crier après des honneries pour se faire entendre. Oh là là, merci beaucoup Stéphane Roussel, prof Stéphane Roussel. Merci à vous, Il y avait une autre carte, il me semble, après. Oui, peut-être. Oui, moi, j'ai rien d'autre que vous autres à soir. Là. Fait que, il y a quelques clips. Pas de suite. Pas de suite. Pas toi, pas de suite. Peut-être qu'on pourrait juste se poser la question, c'est quoi ton nom? Vilcalen, c'est quoi ça? Ton nom de... PZKW. C'est l'abréviation de Panzerkampfwagen, c'est-à-dire, ça veut dire véhicule de combat blindé en allemand. Et le 8 qui suit en chiffre romain, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de Panzer 8 dans l'armée allemande, donc c'est un char imaginaire qui est là. Et on va lui donner, vu qu'il y avait le Panzer 5, c'est un panthère. Le Panzer 6, c'est un tigre. Le Panzer 7, c'est une souris. En fait, même si jamais existé. Ben, le Panzer 8, on va dire que c'est un Kaleo. Un Kaleo Daga. Ah, ben oui, c'est pas pire, ça. Petit clin d'œil historique. J'ai appris aussi que tu étais à côté de la base nucléaire quand elle a explosé. C'est-tu là que tu as payé tes pouvoirs de super-héros? Oui, entre autres ça et le fait que je brille la nuit, ce qui m'a placé dans certaines situations parfois un peu gênantes. J'étais là au moment où ça explose, au moment où Tchernobyl explose. Moi, je suis à Leningrad, qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui, là, à quelques centaines de kilomètres au nord. Et on devait aller on était un groupe d'étudiants là, qui traversait l'Union soviétique. Naturellement avec des guides. Et on devait effectivement aller à Kiev dans les jours qui suivaient. Et encore une fois, merci à Gorbatchev parce que c'est grâce à la glasnost et grâce à la transparence qu'on a pu apprendre par les journaux, parce qu'on n'avait à peu près pas de contact. En 86, on n'avait pas de contact si facilement que ça au pays. C'est grâce à un entrefilet dans les journaux puis que le prof qui nous accompagnait parlait russe, qui a vu qu'il s'était passé quelque chose à Kiev, puis que c'est lui qui a dit non. On va pas. Si c'est dans les journaux, ça veut dire que c'est grave. Et si c'est grave, on va pas à Kiev, on s'en va directement à Moscou. Okay. Si bien que la crise de Tchernobyl, les premières semaines de la crise de Tchernobyl, moi, je les ai passées à Moscou. Ah, finalement, c'est pas vrai la légende de ton pouvoir, puis de briller dans le noir. Non, mais ça sert bien. C'est super le fun des conversations dans un cocktail. Là, ça se place très, très bien. Là, quel homme! Bon, ben écoutez, mesdames et messieurs, et les autres, je pense que ce qu'on va faire, c'est se payer une petite toune pour faire la transition vers Jason Selected de cette semaine. Merci encore à Stéphane qui était bienvenu. Merci de me recevoir. J'adore faire ça. Ben, on a déjà hâte. À la prochaine, ça va être du Tragic.